Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Plan Large, vous êtes à l'écoute d'Alternante FM, 98.1 Nantes, 91 du côté de Saint-Nazaire. Alors cette année, comme tous les ans, eh bien, nous allons pouvoir parler du cinéma russe avec Univers Ciné russe et Masha Milliard. Masha, bonjour. Bonjour, здравствуй. Alors, avant de rentrer sur cette énième édition, alors on en est, je ne sais plus à quelle édition là, aujourd'hui là. Il y a une vingtaine d'années que le Festival de cinéma russe existe sur Nantes. Il y a eu des interruptions. Il a réintégré le cycle Univers Ciné en 2015, je crois, après quelques années d'interruption. Oui, parce que rappelons-le, Univers Ciné, ce sont des professeurs de langue à l'université, cette fois-ci, qui organisent avec un certain nombre d'équipes bénévoles et leurs élèves ces festivals. Donc effectivement, c'est en plus de leur travail. Vous êtes bien sûr bénévole. Hein. Bien entendu. Oui. Et c'est effectivement un cycle de 4 festivals consacrés aux cinématographies allemandes, britanniques, russes et italiennes. Voilà, le cinéma espagnol, il y a très longtemps, en faisait partie, mais il a pris son indépendance avec le grossissement du festival. Festival Univers Ciné, c'est au cinéma 14A. Il y aura 2 autres endroits aussi dont on parlera à la fin, on va peut-être en parler tout de suite. Et c'est du 26 février au 3 mars. Et quand je disais qu'il y avait 2 autres endroits, cette année, il y a effectivement vous allez sur d'autres terres. Oui, il y a des petites délocalisations du festival Univers Ciné, petites, pas si petites que ça, qui vont se dérouler dans les mêmes temps. Alors pas forcément sur la même durée, mais à peu près à la même époque, les mêmes jours que le Festival Univers Ciné à Nantes. Il y a une délocalisation à Sainte-Marie qui existe déjà depuis plusieurs années, Sainte-Marie-sur-Mer, au cinéma associatif Saint-Joseph. Et une autre délocalisation qu'on a aussi initiée il y a quelques années au cinéma Le Foyer à Assigné, à côté de Rennes. Donc on reste en Bretagne. Bien. Avant de rentrer dans la programmation du festival, j'avais des petites réflexions que je m'étais faites par rapport au cinéma russe et puis la spécificité du pays. Et je me disais que finalement, il y avait parfois des comparaisons à faire avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est un grand pays, très peuplé à certains endroits, mais avec des grands espaces naturels. C'est le cas aussi de la Russie. Et le cinéma de genre road movie, qui est très présent aux États-Unis, je me disais, on l'a vu un petit peu quelquefois au ciné russe, mais j'ai l'impression que c'est pas aussi présent que ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que, Macha, vous savez un petit peu ce qu'il en est de ces road movies qui auraient pu être des road movies russes? Oui, mais ils existent. Il y en a sans doute moins qu'aux États-Unis, mais je pense qu'ils existent. On en avait 2 l'an passé avec Comment Vitka a emmené Lyocha chez les Invalides. Et le film Rock, cette année on aura un autre film qui s'appelle Les Vacances du Président, qui également est une sorte de road movie. Donc il y en a quelques-uns. C'est moins un grand genre russe qu'américain, effectivement. Alors que pourtant, le cinéma américain, je pense que c'est vraiment un modèle pour les Russes, pas forcément dans la répétition des genres, mais dans l'idée de pouvoir montrer ces films au monde entier. C'est un rêve qu'ils suivent depuis quelque temps. Autre parallèle que l'on peut faire, c'est vrai que la Russie, quand on voit les films, on a l'impression il y a quelques grandes villes. Il y a Moscou, il y a Petrograd, il y a même des villes qui sont, je ne sais pas si elles sont très grandes, mais dont on connaît Irkoutsk par exemple, dont on connaît le nom. Et puis en fait, une multitude de villes qui sont plus petites, alors c'est peut-être complètement une image fausse, un petit peu là aussi, comme aux États-Unis, il y a New York, il y a San Francisco, etc. Et puis autrement, il y a ces villes de moyenne importance qui sont plantées au milieu de nulle part. Et voilà, j'ai l'impression qu'on retrouve ça aussi à travers les films, donc peut-être avec des films de ville et des films ruraux. Oui, c'est vrai. Alors que
Il y a une quinzaine de villes en Russie qui fait plus d'1 million d'habitants. Mais c'est pas pour ça qu'elles vont pas faire petite ville de province. Elles ont beau avoir 1 million d'habitants. Il y a effectivement le monde des capitales, des 2 capitales, Moscou, Saint-Pétersbourg, et le reste de la Russie. Ça peut être des villes de moins d'importance ou la campagne. On a aussi beaucoup de films dans les films russes qui se passent dans des villages, carrément. Mm. Oui, là pour le coup, j'ai l'impression que ça c'est une spécificité si on fait le parallèle entre les deux. Il y en a un peu moins aux États-Unis. Il y a un parallèle sur d'autres choses, mais dans les petites villes, là, les villages, j'ai l'impression que c'est quelque chose. C'est la culture, c'est peut-être l'histoire qui fait que c'est peut-être plus important, plus ancré en Russie qu'on pourrait l'avoir aux États-Unis, par exemple. Peut-être que c'est lié au fait que très tardivement, historiquement, la population est restée essentiellement rurale. Au tout début du XXe siècle, il me semble qu'il y avait 13% de la population simplement qui était citadine. Donc c'est effectivement très présent du coup dans l'inconscient et le conscient russe. Ce qui est très présent aussi, et ce qui paraît normal par rapport à nous, la France, on a des grands espaces, mais les grands espaces français ou européens globalement, hors l'Eurasie, euh, ils sont petits par rapport aux espaces russes. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un genre de film, les films des espaces, et en particulier les films des espaces glacés. Oui, c'est sûr que les grands espaces, c'est un thème russe. C'est très présent dans la littérature, dans les chansons, dans les contes, partout, et dans le cinéma également. Et cette année, effectivement, on a plusieurs films qui vont nous emmener en Yakoutie. Alors là, c'est la région habitée la plus froide de la planète, en Sibérie. Et c'est sûr que la Russie est sans doute un des seuls pays où on peut, dans un train, voir le même paysage par la fenêtre pendant des jours et des jours. Oui, le transsibérien, tous ces trains mythiques. Ça, des road movies, ça, quand on parle de transsibérien. Oui, ça pourrait. Je ne sais pas s'il y a un film qui a été fait dans le transsibérien, je l'ignore. Et puis, il y a aussi, en réfléchissant un peu, je me dis, il y a vraiment une spécificité, alors pas russe, mais je dirais européenne et eurasienne, Russie, c'est euh, les films, les fresques historiques. Alors je vous disais peut-être parce qu'effectivement la Russie elle est là depuis très longtemps, elle a une histoire qui est ancienne, alors que les États-Unis, bon, les Indiens étaient là avant, mais il n'y a pas beaucoup de films sur les Indiens avant l'arrivée des Européens. Là, et ce côté grande fresque, j'ai l'impression que c'est quelque chose que les Russes aiment bien. Oui, oui, c'est sûr. Cette année, on n'en a pas beaucoup. D'ailleurs, on a un seul film, me semble-t-il, qu'on pourrait dire en costume, qui se passe pas au XXe siècle. Mais c'est un genre qui existe, qui plaît aux Russes qui sont très attachés à leur histoire, sans doute parce qu'elle est très tourmentée. Donc il faut digérer, assimiler tout ça, en faire un tout cohérent. Et il y a une forme de qu'on pourrait appeler patriotisme aussi, de retour sur les grands hommes du passé, par exemple. C'est quelque chose qui est même encouragé au niveau de l'État dans les thèmes pour qu'un film soit soutenu financièrement. Il y a plein de critères, mais revenir sur un personnage historique en est un. Mhm. Et c'est vrai que les personnages historiques, ça manque pas en Russie, et aussi quand on parle de personnages historiques, on pense aussi à la littérature. La littérature, c'est une source, j'ai l'impression, d'inspiration pour les cinéastes russes. Depuis les tout débuts, les premiers films russes, dans les premières années du XXe siècle, dans les premiers films, ça a été des adaptations. Euh, donc il y en a toujours eu, par exemple, je ne sais pas combien, je pense que je peux dire de dizaines d'adaptations d'Anna Karénine, il y a eu, ou de La Dame de Pique. Et il y a même un mot en russe pour qualifier ce genre, ça s'appelle écranisation, écranisation, l'adaptation au cinéma d'une œuvre littéraire, et ça existe depuis fort longtemps et c'est toujours en vogue. Ça a été pendant les périodes un peu difficiles en raison de la censure, par exemple. C'était un moyen de pouvoir créer à peu près librement, puisque c'était un chef-d'œuvre reconnu littéraire, on ne pouvait pas vous accuser de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important effectivement dans le cinéma russe. Mhm. Alors voilà, bon, c'était un petit panorama, partie de mes réflexions sur le cinéma russe. Je pense qu'on pourrait
on pourrait peut-être faire une émission complète, il faudrait peut-être qu'on la prépare de manière un petit peu plus. J'ai pris Macha Milliard de manière complètement impromptue là-dessus, donc évidemment, ça mériterait sans doute de creuser la chose. Mais déjà, on a mis un petit panorama là-dessus. Maintenant, tournons-nous vers ce festival Universiné russe, qui, je le rappelle, a lieu le 26 février au 3 mars au cinéma 14A en particulier. Et Macha Milliard, vous avez cité le mot de censure. Alors, en voyant un petit peu le synopsis des différents films, en ayant l'image en disant effectivement on a un régime plutôt autoritaire et beaucoup de films nouveaux, beaucoup plutôt de jeunes réalisateurs ou pas très vieux. Et la censure, effectivement, il y a quand même des sujets, je pense les vacances du président, etc., euh, qui, qui auraient sans doute à une certaine période pu être censurés. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même une plutôt grande liberté, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une idée ou est-ce que les gens contournent ou pas? On voit effectivement que même dans les films soutenus par le fonds pour le cinéma, il y a tous les sujets peuvent être abordés et même certains Russes peuvent s'en offusquer en disant mais comment le gouvernement peut-il soutenir ce film qui dit du mal de la Russie ou qui présente la Russie sous un jour un peu noir. Mais non, visiblement tous les sujets sont, enfin peut-être pas tous absolument, mais il y a une grande variété de sujets qui sont abordés. Pour les vacances du président, peut-être dire deux mots de ce film. C'est une comédie, justement un road movie. Le personnage principal est le président. On comprend assez aisément que c'est Vladimir Poutine dans la mesure où il fait référence à tout un tas d'événements d'actualité, où le personnage qui l'incarne au début est sa caricature habituelle, enfin un imitateur habituel dans le comedy club russe, donc on l'identifie assez aisément, et qui en a un peu marre d'être en permanence suivi de toute une équipe des services secrets qui balaye la route devant lui, qui prépare toutes ses arrivées, et qui s'enfuit en quelque sorte pour une semaine de vacances incognito, donc il change de visage pour cela. Mais pas n'importe où. Pas n'importe où, il va en Crimée. Il va en Crimée. Mais c'est pas un film extrêmement critique à l'égard de Vladimir Poutine, pas du tout. D'ailleurs, le réalisateur, Ilya Cherstobitov, a essuyé des critiques de part et d'autre. D'une part, on lui a dit qu'il était trop gentil à l'égard de Vladimir Poutine. D'autre part, d'autres ont considéré que toucher au personnage de l'État, c'était déjà un crime de lèse-majesté et qu'on ne pouvait pas l'autoriser à tourner dans tel ou tel endroit. Mais ce qu'il dit, le réalisateur, c'est que lui se considère comme un homme libre dans un pays libre et qu'il rien ne l'interdit de filmer. Il n'a pas demandé, lui c'est un film indépendant, il n'a pas demandé d'aide de l'État. Et il a tourné ce qu'il avait envie de tourner. De toute façon, c'est pas très critique, comme je le disais, dans la mesure où on retrouve une idée qu'on a très présente dans l'histoire russe au fil des siècles. C'est que, en fait, si ça se passe mal dans le pays, c'est que le tsar ne sait pas. C'est que le monarque ne sait pas, n'est pas au courant. Donc, c'est pas lui qui est en cause, c'est tous les personnages qui l'entourent et qui lui cachent la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il aille voir vraiment ce qui se passe dans le peuple. Mais ça donne quelque chose de très drôle, une caricature de la société, c'est une satire de la société russe, et tous les sujets sont abordés, c'est plaisant. Et puis finalement, le sujet du pouvoir complètement déconnecté du peuple, on ne l'a pas uniquement en Russie. Il me semble que en ce moment en France aussi. Ouais, mais en Russie, on pense qu'on cache la vérité au pouvoir, enfin au personnage, au premier personnage de l'État. Que tous ses conseillers lui masquent la réalité et que c'est pour ça qu'il ne peut pas agir comme il le faudrait. Oui, sauf qu'il y a quand même un journal qui s'appelle La Pravda, qui s'appelle La Vérité. Normalement, en le lisant, il devrait avoir la vérité. Oui, La Pravda, c'était effectivement le journal de la période communiste. Il existe toujours des journaux qui portent Pravda dans leur nom, La Pravda des Komsomol, La Pravda de tel ou tel endroit. Oui, c'est un peu paradoxal. Ceci dit, là, je fais une petite publicité sur le Charlie Hebdo qui est sorti le 5-6 février.
Il y a un petit, je vous invite vraiment à le voir, le retrouver quand vous réécouterez cette émission qui passera aussi à la fin du mois, à l'édito de RIS sur vérité et réalité. La vérité n'étant pas forcément la réalité, la vérité étant ce qu'on a envie éventuellement d'entendre, et la réalité vraiment étant quelque chose de factuel. Bon voilà, donc voilà sur les vacances du président. Alors, j'ai l'impression que là, on a vraiment cette année, on touche à plein de sujets différents. On a du fantastique, on a effectivement du road movie, du rock, film historique. Euh, Là, depuis quelques années, on a vraiment l'impression que ça y est, le cinéma russe embrasse tous les sujets. Et c'est un cinéma comme n'importe quel cinéma ailleurs en Europe ou dans le monde. Oui, oui. Il y a une grosse production cinématographique en Russie. Le problème vient pas forcément, ça fait déjà longtemps qu'il y a beaucoup de genres différents qui sont représentés. C'est les films qui réussissent à passer les frontières et à être vus à l'étranger. Dans les films qui sont distribués en France, on retrouve souvent beaucoup de points communs sur la vie difficile dans la province russe, etc. C'est un sujet qui est très présent dans les films russes, mais il y a tous les genres qui sont abordés et tous les sujets également. Donc, l'occasion encore de pouvoir revoir d'autres films donc, au Festival Univers Ciné du 26 février au 3 mars. Euh, Par quoi commencer? Parce qu'il y a plein de choses. Je disais donc que les jeunes, alors il y a peut-être, on va parler des invités, en parlant des invités des films qui présentent. Il y a une famille, apparemment, qui est présente, la famille Côte. Koch, avec les frères jumeaux, et puis Anna Tsoukanova Koch, qui doit être de la famille, je ne sais pas si c'est la fille, la belle-fille, ou etc., et qui est présente dans un des films des jumeaux et dans un autre film. Alors, ce que vous parlez de cette famille, puis dans les invités aussi, ce dont je me suis aperçu, c'est que tous ces gens-là, ils sont multicartes, que ce soit les acteurs ou les producteurs, les réalisateurs. Ils sont réalisateurs, ils sont producteurs, ils font une animation d'émission à la télévision. Voilà, on a vraiment l'impression que là, ils peuvent pas, soit ils ont envie de faire beaucoup de choses, soit effectivement ils peuvent pas encore vivre de leur art. Oui, je crois que c'est surtout une envie de faire différentes choses, ou c'est des chemins un peu sinueux qui mènent à des films intéressants. Peut-être qu'il y a ça aussi. Oui, effectivement, la famille Côte. Donc, il y a deux réalisateurs, deux talents qui sont Alexandre et Vladimir. On a déjà montré des films de ces deux réalisateurs. On a reçu Alexandre Côte, qui est le mari d'Anna Tsoukanova Côte, il y a 2 ans, me semble-t-il, pour un film qui s'appelait Le Souffle. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'était un film absolument splendide. Et cette année, il vient avec un film qui s'appelle Spitak et qui parle du tremblement de terre en Arménie, tremblement de terre qui a eu lieu en 1988, qui a fait 25 000 victimes environ et qui a été très meurtrier. Mais comme toujours chez Alexandre Côte, le Souffle, c'était un film qui était sans parole, où on voyait un jeune couple, enfin c'était pas un jeune homme et une jeune fille, 2 jeunes hommes même, dans, la, dans les steppes, et qui étaient surpris par une explosion atomique. Et c'est toujours dans dans ces films d'Alexandre Côte, des victimes de quelque chose qui les dépasse complètement, des victimes innocentes. Et il y a beaucoup de poésie dans ces films. Là, son film sur le tremblement de terre en Arménie, c'est pas du tout un film catastrophe. C'est un film qui suit des destins individuels, des Arméniens, des Français, parce qu'il y a aussi des sauveteurs français qui ont été envoyés, qui ont été très présents en Arménie après le tremblement de terre. Et il y a de la poésie dans ce film, un regard très intéressant. Alors, en lisant le speech, je me disais, est-ce que c'est un docu-fiction? D'après ce qu'on me dit, pas vraiment. On est plutôt sur l'humanité des personnes victimes de ce tremblement de terre. Oui, oui, c'est tout à fait ça. On suit quelques destins de vie, des destins bouleversés complètement par ce tremblement de terre. Il y a une partie documentaire, puisqu'il y a une reconstitution de la ville de Spitak en ruine, du travail des sauveteurs, de la population qui essaye de dégager des gens. Donc il y a une partie documentaire, mais ça va bien au-delà. Mhm.
Et Donc dans la famille Code, je demande le frère jumeau. Oui, Vladimir, on avait montré un de ses films qui s'appelait La Mouche, mais il y a déjà plus de 10 ans, me semble-t-il, qui viendra présenter son film La Carpe des Givrés, qui sera le film d'ouverture, donc le 26 février au soir. C'est une comédie russe comme je les aime beaucoup et comme il y en a beaucoup. C'est-à-dire c'est à la fois plein de... les gens sont tendres, gentils, mais il n'y a pas du tout de mièvrerie dedans. Il y a un peu de moquerie. Il suffit c'est ce que j'appellerais une comédie truculente à la russe, où on rit. C'est l'histoire d'une vieille femme qui apprend qu'elle n'a plus pour très longtemps à vivre. Son fils a une profession importante, il est très occupé, et elle voudrait lui éviter tous les tracas qui sont liés à l'enterrement, donc gérer elle-même son enterrement. Et là-dessus, il y a un de ses anciens élèves qui va lui offrir une carpe qui est un peu particulière. Oui, on dit des fois renaître de ses cendres, là c'est peut-être autre chose, mais on laisse découvrir ce film. Et puis donc on disait la troisième qui donc la femme de Vladimir, d'Alexandre, et qui joue dans un spectacle, je crois, mais qui joue aussi dans un autre film. Dans les vacances du président dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure. Donc on va faire une petite pause musicale et puis on va revenir sur cette programmation. On vient d'entendre un morceau du film La Glace. Film, donc le morceau s'appelle Ya Soldat, mais c'est pas un morceau sur la soldatesque en tant que tel. Non, pas du tout. D'ailleurs, à l'origine, Ya Soldat, je suis soldat, c'est une chanson d'un groupe ukrainien de Kharkov qui s'appelle Piatnitsa et qui est un groupe qui fait essentiellement du reggae. Donc c'est une chanson reggae. Et là, dans le film La Glace, la chanson est reprise par un ensemble de
de jeunes patineuses qui font partie d'un club, d'une école de patinage et qui, elles, travaillent aussi sérieusement que des soldats sous le regard sévère de général de leur entraîneuse. Donc, la glace, on a parlé effectivement tout à l'heure les espaces glacés. Alors, on n'est pas forcément des espaces glacés, mais effectivement, le froid, c'est quand même quelque chose de présent. Alors, la glace, on vient de dire de quoi ça parlait. Il y a plein d'autres films qui retournent dans l'histoire, dans l'âme russe à travers le froid. Oui, mais la glace, peut-être quelques mots supplémentaires, c'est un des films en compétition. Et on a vraiment cette année en compétition des films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On a parlé des Vacances du Président. La glace, c'est un film qui a eu un immense succès en Russie. C'est un premier film pour son réalisateur, c'est pour ça qu'il est en compétition chez nous. Mais c'est un film qui est écrit par les scénaristes et produit par les producteurs du film Attraction, qui était déjà un gros succès public l'année dernière en Russie. Donc, il est normal que La Glace soit un gros succès parce qu'il y a des très beaux paysages et s'entraîne l'histoire d'une jeune patineuse qui s'entraîne sur le Baïkal. C'est un film qui plaît à ceux qui aiment le sport, parce qu'il y a du patinage, il y a du hockey sur glace, à ceux qui aiment les comédies sentimentales, parce qu'il y a une belle histoire au centre de tout ça, et aussi à ceux qui aiment les films musicaux, parce que c'est presque par certains aspects une comédie musicale, où différents titres connus, récents ou un peu moins récents russes, sont réinterprétés par les personnages du film en situation. Et les autres films... Alors, dans les autres films, j'ai l'impression qu'il y a... Est-ce que c'est une forme de nostalgie, notamment pour certains, d'un monde qui risque de se perdre? Je pense à 24 fois la neige, j'ai l'impression qu'il y avait ce côté-là, un monde dont on sait, dont on ne connaît plus éventuellement la manière d'y vivre, où les gens, les jeunes maintenant disparaissent, parce que c'est très dur. Voilà. La Russie est avant tout, enfin essentiellement un pays multiethnique. Il y a énormément de peuples détenus dans ce qu'on appelle les petits peuples. Et effectivement, les petits peuples sont en danger de disparition. Ceux qui vivent encore comme nomades dans les grandes étendues glacées, les jeunes ne sont pas forcément prêts à suivre ce chemin. Et donc il y a cette interrogation qui existe effectivement en Russie, puisqu'on a deux films. Il semble y avoir un renouveau du cinéma yakoute en ce moment, même s'ils ne sont pas par des réalisateurs yakoutes. On a deux films dont le sujet se passe en Yakoutie et qui s'intéressent, il y en a un qui est une fiction, l'autre qui est un documentaire, mais qui s'intéresse effectivement à ce mode de vie traditionnel en voie de disparition. Et à chaque fois, la question se pose de ce que vont faire leurs enfants, les enfants des personnages principaux. Le documentaire, c'est 24 neiges, qui suit Sergueï, un personnage qui élève des chevaux et qui visiblement lui qui a aussi une maison avec une femme et des enfants en ville, enfin un appartement, mais qui a visiblement de plus en plus de mal à y revenir, qui se sent libre dans les grandes étendues de neige. Et le réalisateur, Mikhail Barynin, a apprécié justement que le personnage, Sergueï, au départ, n'ait pas voulu faire partie, qu'il y ait un film sur lui. Il cherchait absolument pas la notoriété, mais comme l'équipe du tournage l'a suivi pendant longtemps, a montré qu'elle était capable de l'aider dans son travail quotidien, il a fini par accepter. Et c'est ce qui a plu aussi au réalisateur, qui attend des personnages de ses films, puisque c'est un documentariste, qui lui apprennent des choses sur la vie. L'autre film qui se passe en Yakoutie, mais c'est une production bulgare, allemande, française, mais les personnages sont des Yakoutes, les Yakoutes vivent en Russie, s'appelle Aga. Là, c'est un film de fiction où on suit un couple qui vit dans sa yourte et qui n'a plus de nouvelles d'une de ses filles. Donc, une histoire assez intime, avec esthétiquement, c'est un film splendide. Et le réalisateur explique qu'il a voulu rendre une atmosphère à la Vermeer dans les intérieurs de la yourte. Les paysages extérieurs sont magnifiques. Il a utilisé son film est en images vignettées, arrondies sur les coins, parce qu'il a utilisé au maximum la pellicule de 35, toute l'image qu'il pouvait utiliser.
Et dans les deux cas, c'était des conditions de tournage particulièrement difficiles. Il a fallu mettre une huile spéciale dans les caméras pour que ça ne fiche pas dans ces conditions. Et donc ce sont de très beaux films sur une réalité assez éloignée de la nôtre, il faut bien l'avouer. Hmm. Et donc des films qui donnent envie d'aller voir, nous qui ne connaissons pas ces grandes étendues et ces peuples encore moins. Alors, ces peuples et puis peut-être des choses qu'on ne connaît pas, le chamanisme, je ne sais pas si c'est le chamanisme, mais il y a un film qui... C'est vrai qu'il y a les chamans chez eux généralement. Il y a un film qui m'a fait penser un petit peu à ça, L'homme qui a surpris tout le monde. Je ne sais pas si c'est une histoire de chamanisme ou pas. Voilà, donc je voulais savoir là-dessus. On est sur un Sibérien aussi quand même encore. Oui, Nick Lee, lui, habite dans un petit village civilisé qui est garde forestier. C'est un film qu'on présente en avant-première, donc qui va sortir en France. L'homme qui a surpris tout le monde. Il ne faut pas que je vous en dise trop parce que la surprise joue vraiment un rôle très important. Mais effectivement, il y a à la fois un côté très naturaliste et un côté où la parole est laissée aux légendes russes, sibériennes, à ce que ça peut avoir comme poids dans la vie, dans notre perception de nous-mêmes. Le personnage principal, donc un homme viril, aimé par sa femme, qui attend un deuxième enfant, apprend qu'il a une maladie incurable et il va adopter une attitude complètement surprenante pour lui suite à justement des contes, des légendes que lui a racontées une chamane, en décidant de tromper la mort, c'est vraiment ça, de changer lui pour tromper la mort. Et c'est à la fois un écho, vous le comprendrez en voyant le film, avec la réalité russe, la perception de la virilité, etc. Un très beau film. Et on a un autre film qui parle de contes et légendes, qui est un film en compétition, ce sont Les Hirondelles mortes. Donc là, c'est un film un peu d'épouvante, enfin un thriller psychologique. Il n'y a pas beaucoup de sang, mais il y a de l'angoisse. Il y a une forme les sirènes russes là. Oui. Il y a des personnages, donc Kiki Mora, un personnage. Il y a beaucoup d'esprit dans la mythologie slave traditionnelle païenne. Et Kiki Mora, qui habitait en général dans les maisons, qui pouvaient être dangereuses, comme elle pouvait aussi. Souvent, les esprits peuvent être soit maléfiques, soit au contraire venir aider les gens. Et là, c'est l'histoire de deux jeunes gens de jeunes hommes qui partent en pleine forêt, là encore, loin de tout. Et l'un d'entre eux est chanteur, et Kikimara va tomber amoureuse de lui. Lui va essayer d'en profiter, mais c'est peut-être pas très prudent de jouer avec les esprits. Donc la réalisatrice, comme pour tous les films qu'on a en compétition, sera là également pour nous parler de son film. Donc ça mélange... Elle est partie du principe que les contes, à la base, étaient des histoires cruelles, et qu'ils ont été adoucis par la suite, donc elle a voulu retrouver cette cruauté. On connaît bien ça dans les histoires aussi, les légendes bretonnes, ces contes, ces korrigans, ces morganes, etc., qui peuvent avoir des côtés bénéfiques et puis cruels, et puis de toute façon il y a toujours un prix à payer, ça a été transformé par la religion catholique, la religion chrétienne, par le diable qui offre quelque chose, mais il faut donner son âme derrière, il y a toujours de toute façon un prix à payer. Et est-ce que ces légendes, parce qu'on a bien vu avec la chute du communisme, la religion qui avait finalement pas franchement disparu, elle était toujours au cœur des Russes, la religion orthodoxe est revenue, mais quelle est la part justement de ces légendes, de toute cette histoire de l'humanité, au fond, qu'on a peut-être dans notre mémoire humaine, aujourd'hui, par rapport au poids de la religion proprement dite? Est-ce qu'en Russie, c'est encore plus présent du fait justement qu'il y a encore ces espaces ruraux et encore beaucoup plus présent que chez nous en France? Est-ce que c'est plus présent ou ça reste quelque chose de plutôt d'anecdotique auquel on se rappelle comme des belles histoires? Il y a un petit peu ce côté folklorique, effectivement. Tout le monde connaît ces différents personnages, des légendes et des contes. Malgré tout, tout le monde sait que dans chaque isba, il y a un damavoy qui habite. Il y a un esprit qui, là encore, protège, ou si on perd quelque chose, c'est toujours le damavoy qui l'a caché. Donc ça reste présent, effectivement, dans les campagnes
euh, même si c'est sur un mode un peu folklorique. Mhm. Alors, encore au côté un peu fantastique, je sais pas si c'est pas franchement légende, mais un côté fantastique parce qu'en fait, quand on voit mal une chamelle partir comme ça à la recherche de son petit, mais c'est Le Chameau Céleste. Alors déjà, le titre est superbe comme film. Oui, c'est un film qui se passe en Kalmoukie. Et le jeune acteur, il avait 13 ans au moment du film, maintenant, enfin, il jouait un personnage de 13 ans, il va avoir un peu plus, il en a une vingtaine aujourd'hui, va venir à la rencontre du public nantais. C'est un film qui est plutôt jeune public, mais pas forcément, parce que là encore, c'est tout à fait des paysans et c'est plein d'aventures, de belles leçons de vie. Et c'est l'histoire de Bahir, dont les parents, qui sont paysans, ont vendu un jeune chamelon parce qu'ils avaient besoin d'argent à une équipe de cinéma, d'ailleurs. Mais la maman du chamelon n'accepte pas et s'enfuit pour essayer de retrouver son fiston chamelon. Bahir, alors que les parents sont absents, Bahir va enfourcher une moto et essayer de retrouver la chamelle et le chamelon. Il va lui arriver tout un tas d'aventures sur la route. On a 2 films jeunes publics. Celui-ci, d'ailleurs, Le Chameau Céleste, est présenté dans le cadre du dispositif Nantado, proposé par la ville de Nantes, qui est un passeport en fait, culturel et autres, mis à disposition des élèves de 6e et de 5e. L'autre film jeune public, c'est Space Dog. Alors, souvent, quand les films russes sortent en France, ils ont un titre anglais. Ça me chagrine un petit peu, mais on n'y peut pas grand-chose. Un titre international, on va dire. Space Dog, en russe, Strelka et Bielka, les chiens de l'espace. C'est un dessin animé basé sur des faits réels, parce que c'est l'histoire de 2 chiens, pourquoi je tiens au chat, je ne sais pas, 2 chiens cosmonautes, Strelka et Bielka. En France, on connaît souvent l'histoire de Laïka, première chienne cosmonaute. En Russie, on connaît beaucoup mieux Bielka et Strelka, parce que Laïka, elle n'est pas revenue. Donc, c'était la première expérience, alors que Bielka et Strelka sont revenus, ont eu une vie après. Il y a même le petit de l'un des 2 qui a été offert au président Kennedy, je crois, un président américain. Donc voilà, c'est un moyen d'apprendre un peu plus sur l'histoire de la conquête du cosmos. Et on dit souvent que on sait que les Russes sont doués pour l'animation depuis fort longtemps, depuis le début du XXe siècle. Et bon, ça montre que ça continue. Bon, on a déjà vu l'année dernière, je crois, un dessin animé qui était aussi extraordinaire là-dessus. Nature, on a parlé de nature, on a parlé des esprits qui peuvent être bons ou mauvais. J'ai un film, moi j'ai mis comme commentaire la nature bienveillante, mais aussi qui peut être très dure, comme tout le monde, et comme l'homme peut être très dur et doux pour les autres. C'est le film Core of the World, encore un titre anglais. Voilà, il a été montré à Angers, il a été sélectionné pour le festival Premier Plan, et il est sorti à ce moment-là sous le titre anglais. Donc finalement, on a repris ce titre anglais, c'est Le cœur du monde, autrement, c'est Altemir, qui est un très très beau film également, dont l'action là encore se passe dans la campagne, dans un centre d'entraînement pour chiens de chasse. La réalisatrice, qui d'ailleurs est la scénariste du film qu'on avait présenté en clôture l'an passé, qui était Arythmie. La réalisatrice avait d'abord pensé faire un film sur les éco-terroristes, et elle n'a pas trouvé matière à un film, donc elle a gardé certains éléments, mais elle s'est tournée vers quelque chose de beaucoup plus intime, avec l'histoire de ce personnage qui est vétérinaire dans ce centre, qui est beaucoup même introverti, et qui essaie quand même de communiquer avec les autres, mais qui est beaucoup plus à l'aise avec les animaux. Et il y a une idée un petit peu particulière dans ce film, c'est que parfois on est plus à l'aise dans sa prison que dans sa cage, qu'en pleine liberté, si on ne sait pas quoi en faire. Et au moment de la sortie du film, ou du tournage du film, il y a eu justement, alors ce qu'on appelle en russe des éco-terroristes, c'est un terme un peu fort, mais qui ont libéré justement des animaux
parce que dans ces centres d'entraînement pour chiens de chasse, il y a aussi des proies potentielles pour que les chiens de chasse s'entraînent, et qui ont libéré des renards, je crois, et qui sont morts très rapidement, parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés à la vie sauvage. Donc c'était pas du tout voulu par la réalisatrice, mais c'était en écho à son film, où elle dit que ça peut être... c'est un film très intimiste, mais elle voit cette intimité, ce microcosme, comme éventuellement une image de la Russie aujourd'hui aussi. C'est la fable de La Fontaine, prise sur Ésope d'ailleurs, mais du loup et du chien. Le loup qui est libre, mais qui a pas de collier, qui ne mange pas, mais qui est libre, et le chien qui a un collier par contre. Voilà. On revient encore aux contes et légendes. Voilà, toujours. Et donc justement, on parlait d'écoterrorisme et tout. Et tout à l'heure, on a employé le terme de censure. Si effectivement on sent que là les films ils peuvent se faire de manière un peu plus libre et tout, sur le domaine de l'environnement justement, on a l'impression que là c'est quelque chose, il faut vraiment avoir envie de se battre sur l'environnement en Russie parce qu'il y a vraiment des risques. C'est quelque chose, un sujet sur lequel c'est difficile d'aller contre le gouvernement et contre les pouvoirs financiers qui ont éventuellement les usines et le pétrole entre les mains. Oui, certainement. Même si c'était beaucoup plus vrai à la période soviétique, où s'occuper d'environnement, c'était presque être un traître à la patrie. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites pour le tigre de Sibérie, enfin de l'amour, au moment des... On a beaucoup parlé au moment des Jeux Olympiques de Sotchi, de la sauvegarde du léopard du Caucase, avec des programmes qui ont été mis en place. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas... que la puissance industrielle et étatique reste primordiale et que l'écologie est un thème et un courant politique beaucoup moins développé en Russie qu'en France. Ça fait souvent beaucoup rire les Russes de voir le nombre de poubelles qu'on peut avoir dans certains pays occidentaux pour trier les déchets. Mais c'est un sujet qui est abordé malgré tout. Il y a un film, il y a des films qui sortent, on n'en a pas retenu spécialement cette année, mais j'ai vu dans tous les films qu'on a visionnés cette année, des films qui s'intéressaient à l'écologie et à la lutte de l'individu pour aider la nature contre des grosses entreprises. Alors, est-ce que c'est plus le fait que quand ce sont des ONG qui ne sont pas des ONG russes, qui viennent sur le territoire russe, là c'est mal vu, comme Greenpeace? Oui, comme il y a quelques années est réapparu le terme de agent de l'étranger, c'est-à-dire que n'importe quel organisme, association qui reçoit un soutien financier de l'étranger peut être taxé d'agent de l'étranger. Donc on voit que c'est toujours pas facile. Voilà. Balayons aussi devant chez nous parfois parce que c'est pas toujours aussi facile pour les lanceurs d'alerte chez nous, donc on va pas non plus tirer à boulet rouge sur forcément ce qui se passe là-bas. Des fois c'est peut-être plus visible, comme on disait, on voit la poutre dans l'œil, on voit la paille dans l'œil de son voisin, mais pas le poutre dans son propre. Alors un film, on a parlé d'un film effectivement qui va nous donner peut-être apparemment une image de Tolstoï qu'on ne connaissait pas. Oui, il s'agit d'histoire d'une promotion de Avdotia Smirnova qui se passe, effectivement, c'est basé là encore sur un épisode réel où le grand écrivain Léon Tolstoï, qui était très impliqué, ce qu'on appelle un écrivain citoyen, très impliqué dans la vie du pays, en tout cas qui avait une image de ce que devait être l'homme juste, la société juste, et qui s'est impliqué pour défendre en justice un soldat accusé pour avoir, ce qui paraît des broutilles de l'extérieur, mais notamment manquer de respect à l'égard d'un supérieur, etc. Et il s'est impliqué. C'est un film en costume avec de bons et beaux acteurs, mais c'est pas du tout un film historique. Par exemple, la façon dont se comportent les gens, la langue utilisée, il n'y a pas une recherche de vérité historique. Ça parle de l'équité,
des principes que chacun a et quand est-ce qu'il va toujours les respecter ou pas. Donc c'est un film qui interroge tout le monde à toutes les époques. Jusqu'où on est prêt à faire ou pas des compromis, ou justement ne pas faire de compromis pour rester soi-même. Ouais, ouais, oui. Et parfois on a des principes, mais il y a des circonstances extérieures qui peuvent faire qu'on va les revoir. On va passer maintenant à des films qui parlent plus de choses un peu d'aujourd'hui, mais pour faire le lien, on va faire une petite pause musicale avec une musique d'un groupe rock. Rock soviétique des années 80, disons, Zoopark, avec la chanson Лето. Лето, я и жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Лето, я купил себе газету. Газеты есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето, сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Да-да-да. Лето, все хулиганы при кассетах. У них, наверное, вендетта. Но, впрочем, это ерунда. Да-д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 а. Лето, от комаров спасенья нету. А в магазинах нету денты. В почете доноры у нас. Лето, оно шлет меня со света. Скорее карету мне, карету. А впрочем, подойдет и квас. Лето, штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться в водоем. Лето, недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета. И что тогда мы все умрем. Voilà, donc c'était la musique du film Leto, qui sera donc présenté effectivement lors de ce festival russe, je le rappelle, à Otkatorza, du 26 février au 3 mars. Et donc Misha Iliar, qui est avec moi, qui va nous en parler. Donc Leto, donc ce film, donc on parle du rock russe. Ouais. Oui, c'est un film qui a été présenté à Cannes, certains pensaient qu'il devait avoir la Palme d'Or. Je n'aurais pas été opposée. C'est un très beau film qui a eu pas mal de succès en France pour un film russe consacré à la période soviétique et au rock russe. C'est pas si fréquent que cela. Donc c'est un très beau film qui parle des années Brejnev où le rock était naissant mais pas bien entendu vu d'un bon œil par les autorités. Donc on voit toute cette société un peu pesante mais dans un film qui a une atmosphère de liberté, de poésie et d'énergie. Je pense qu'il y a beaucoup plu au public, notamment en France et partout dans le monde. Et puis aussi beaucoup d'inventivité dans la façon de tourner. Ça raconte l'histoire de deux figures du rock russe, Mike Naumov et Viktor Tsoi, l'un qui est déjà installé à cette époque-là et Viktor Tsoi qui débute tout juste. Et
On entend donc beaucoup de chansons de l'époque. Le réalisateur, c'est Kirill Serebrennikov, qui est encore assigné à résidence suite à une affaire il est poursuivi par la justice. Enfin, il est accusé par la justice pour des histoires de détournement de fonds. On peut bien sûr y voir d'autres raisons, mais donc il a fait ce film presque entièrement de chez lui, ce qui est un bel exploit. Donc Victor Tsoi, le jeune chanteur de rock, est vraiment un personnage mythique pour les soviétiques, pour les Russes encore aujourd'hui. Bon, il est mort dans un accident à un peu moins de 30 ans, je crois, donc ça contribue souvent à faire d'un personnage un être mythique, mais il avait un charisme extraordinaire. Et on passe à un autre film qui est presque un film de patrimoine, qui s'appelle Assa, qui est tourné dans les années, je crois que c'était en 88, mais je ne sais plus, je ne suis pas certaine, où Victor Tsoi fait une apparition réelle comme chanteur d'un groupe de rock. Et c'est un film culte des années 90 qui sur plein de choses, le rock, l'amour, le crime, où on voit des tsars russes comme Alexandre Ier, Paul Ier, comme on voit une troupe de théâtre nain, comme on voit un peu de tout. C'est très baroque comme film, et on a choisi de le présenter cette année justement en référence à Leto, ce film qui est sorti en France, qui a eu du succès, qu'on reprend, et on espère même avoir l'actrice principale de Leto pour présenter le film. En outre, le film sera présenté par Igor Mejdinski, qui est un metteur en scène français d'origine polonaise, dans le cadre d'un partenariat avec le Grand T, parce qu'il va monter la pièce Le Maître et Marguerite de Bulgakov, tout début mars. Donc il viendra nous expliquer pourquoi il aime particulièrement ce film. Alors, le rock, c'est une musique à l'origine quand même de rebelles, de gens qui veulent dire des choses. Est-ce que dans les paroles des chanteurs de rock russes, il y avait aussi des volontés de vouloir afficher les choses, ou c'était plutôt divertissant uniquement? Il y a un peu des deux, en fait. Une des chansons les plus connues, par exemple, de Victor Tsoi et de son groupe qui s'appelait Kino, ça veut dire le cinéma, s'appelle Des changements. Et ça a été repris vraiment au moment de la perestroïka comme une chanson politique, mais je ne suis pas certaine que ils se sont d'ailleurs exprimés à plusieurs reprises à ce moment-là, que c'était vraiment des revendications politiques qu'avaient ces jeunes chanteurs. Ils avaient une soif de liberté, de faire ce qu'ils avaient envie de faire, d'écouter la musique qu'ils avaient envie d'écouter, de chanter ce qu'ils avaient envie de chanter, mais pas vraiment un engagement politique très profond. Même si ça a servi et ça fait écho à une demande qu'il y avait dans la société à ce moment-là, et que ça a servi d'hymne à des gens plus politisés. Et comment se fait-il là? C'est vrai que l'anglais est peut-être plus couramment compris en France, encore que moi, quand les gens chantent en anglais, c'est difficile, il faut vraiment être très très bon pour pouvoir capter les trucs. Les Américains viennent en France faire du rock, les groupes de rock. On voit très peu de groupes de rock russes qui sortent de la Russie. Alors c'est vrai que ça fait quand même déjà un marché peut-être suffisamment, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est la langue simplement qui serait le blocage? Parce que je pense en termes de qualité, on voit bien que ce soit du rap ou dans d'autres chansons, dans d'autres types de musique, on voit dans tous les pays du monde des choses de qualité qui sortent, donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas y avoir des choses de qualité qui seraient tout à fait entendables par le public français. Oui. Alors, j'ai pas vraiment d'explication à donner, mais dans le domaine du rock, à part écouter des chansons en anglais, des chansons en français, en France, je pense qu'on n'en écoute pas beaucoup, du rock allemand, du rock espagnol, ni du rock russe. Donc, je pense que effectivement, ce rock, d'ailleurs, anglais, qui a nourri les rockers soviétiques. Et dans le film Lieto, il y a beaucoup de reprises de grands standards du rock international et qui font chanter par des personnages du film, etc. Et c'est assez drôle d'ailleurs.
Et dans ce panorama musical, les Pussy Riot, c'est marginal ou quoi? Oui, oui, oui. D'ailleurs, je ne sais pas si elles ont sorti des titres récemment, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu de titres. C'était plus, enfin, il me semble, plus que des musiciennes, des performeuses qui voulaient faire des coups d'éclat, qui étaient perçus par beaucoup de Russes comme quelque chose d'un peu huluberlu et sans justification. Mais oui, c'était des punks russes. Dans la ligne un petit peu des Femen, mais en musicalement un peu. Oui, oui, oui. Même si c'est plus varié, leurs propos sont plus variés que celui des Femen. Et c'était vraiment faire des coups d'éclat en différents endroits. Alors, Chamillard, on arrive à la fin de cette émission. On n'a pas vu tous les films. Il y a des films, je parlais d'aujourd'hui, des films complètement universels sur comment maigrir, par exemple. C'est une problématique qui arrive aussi chez vous en Russie. Oui, oui, c'est une comédie qui s'appelle Je maigris, mais avec une jeune femme très jolie, mais qui a tendance à un peu trop aimer les pâtisseries et qui donc est délaissée par son cher et tendre. Mais le propos va un petit peu au-delà de ça, même si c'est une comédie très plaisante. Et oui, oui. Donc on a des films très divers. On pourrait dire juste un mot du 4e film en compétition dont on n'a pas parlé, ouais. À bon chat, bon rat, qui est une comédie grinçante, noire, où une journée dans une petite ville de Russie, justement, à Ivanovo, où on suit quelques personnages et tout dérape pour les uns comme pour les autres, parfois dans le sang. C'est pas les déchets en Russie, non? Non, c'est pas tout à fait les déchiens, même s'ils ont un côté ridicule, les personnages, mais il y a beaucoup de tendresse aussi avec les déchiens aussi à leur égard, mais c'est plus grinçant, c'est beaucoup plus grinçant et avec un peu plus d'armes. On est plus proche de la comédie italienne, par exemple. Oui, peut-être qu'on est plus dans cet esprit-là. Oui, oui, oui. Il y a une autre comédie que j'ai relevée, il y a un côté peut-être un peu sentimental aussi, c'est Moskvitch, mon amour. Ça semble assez drôle en même temps, et en même temps presque peut-être un côté pathétique, mais c'est aussi peut-être avoir les yeux plus gros que le ventre, et puis le fait que le rêve peut être un moteur aussi dans la vie. Oui, l'histoire, c'est un film en arménien d'ailleurs, un film en arménien, où un vieil homme à qui on avait promis du temps de l'Union soviétique comme récompense de bons et loyaux services une Moskvitch, une petite voiture qui ressemble un peu à la Simca ou à la R8, et avec la chute de l'Union soviétique, il ne l'a pas eu, sa voiture. Donc son rêve absolu, c'est vraiment cette voiture. Ça tourne à l'obsession, et autour de lui, il y a beaucoup de gens bienveillants, parfois un peu moqueurs, mais qui suivent ces aventures. Et on a un autre film qui se passe dans le Caucase, une comédie soviétique comme les Russes aiment revoir tous les ans et qui a donné lieu à des répliques cultes, qui est vraiment très bien connue. Ça s'appelle Mimino. Et là aussi, ça se passe dans le Caucase. Masha Liyar, merci. On va se quitter là-dessus, justement, peut-être si on va peut-être avoir le temps d'avoir quelques extraits de la musique du film Mimino, qui est une musique beaucoup plus traditionnelle. Donc, on rappelle les dates. Du 26 février au 3 mars au cinéma 14A. Et ne ratez pas une autre avant-première qui est Jump de Ivan Tverdovsky. On avait vu Classe à part de lui, on avait vu Zoologie. Jump était un très bon cru pour ce jeune réalisateur de moins de 30 ans. Masha Liyar, merci. Bon courage pour la suite. Merci, до свидания. Chito Margarito da Shemi simghera amze mamkhalkhama amze samshoba Rosam gheriba shoigan matavots chemi bavshova Rosam gheriba Чем самомава Сиберес хеда Да угитхава Гулуши шемодис Парури севда Чито горит
dolce margarito da Cito margarito da Ჩემი სიმღერა დებმა მასწავლეს ჩიტების ტლენა ასე მგონია ამ სიმღერებით ავიდგიენა როგორც ამბობენ სიცოცხლის ბოლოს თუ მღერის გეთი სიმღერით მოკვდე რაღაცა დრო ამაზე მეტი მადლობა. კარგად იყავი. კარგად.